Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui. Le thème et l'intitulé d'ailleurs de ce webinaire est la charte d'impact investisseur, quel bilan après un an. Il y a un an, donc, l'Institut de la finance durable publiait ses premiers standards de place pour la finance à impact sous la forme de la charte d'impact investisseur et de la grille d'évaluation du potentiel d'impact des fonds. Depuis, 16 fonds sont devenus signataires de la charte et plus encore utilisent la grille en interne. Et le but de ce webinaire est donc de revenir sur l'adoption par la place financière de ces standards. Pour cela, ce webinaire aura plusieurs temps forts. Nous commencerons par une introduction de la part de Cécile Goubet, directrice générale de l'Institut de la finance durable, et de la part d'Adina Guro-Audibert, directrice des gestions d'actifs de l'AFG et coprésidente de la commission impact de l'IAD. Nous aurons ensuite le plaisir de recevoir Christophe Boris, chef du service du financement de l'économie chez la Direction générale du Trésor. Ce sera l'opportunité pour la DGT de nous partager leur point de vue sur l'investissement impact au service du financement de l'économie, et notamment l'économie sociale et solidaire, et sur le rôle des outils de l'IFD dans cette optique. Je me chargerai ensuite de vous présenter brièvement les outils impact de l'IFD en plus de détails. Puis nous accueillerons Jean-Bernard Pott, qui, en tant que membre du comité stratégique de l'Association française des investisseurs institutionnels et membre du comité d'expertise de la commission impact de l'IFD, nous partagera sa vision sur le rôle des investisseurs institutionnels dans ce contexte. Puis je laisserai la parole à 4 de nos signataires de la charte d'impact investisseur, Alice Carl, Chief Impact Officer à Inco Ventures, Servan Metzger-Corrigou, également Chief Impact Officer mais à Ring Capital, Thomas Certeux, analyste ESG à la financière de l'Échiquier, et Sophie Ram, responsable de la gestion impact au Crédit Mutuel Asset Management. Ces prises de parole nous permettront d'avoir la vision des praticiens d'impact à la fois sur les fonds cotés comme non cotés. Enfin, Philippe Taffin, directeur finance et investissement à France Assureur et coprésident de la commission impact de l'IFD, pourra conclure avec les axes stratégiques des travaux impact de l'IFD pour les mois à venir. Nous avons également prévu une session de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace Q&R. Je rappelle également aux membres de l'IFD présents aujourd'hui que vous pouvez participer aux travaux impact qui vous seront présentés aujourd'hui. Il suffit de vous inscrire sur notre espace extranet. Le lien devrait être dans l'espace Q&R. Sans plus tarder, du coup, je vais laisser la parole à Cécile pour quelques mots d'introduction. Merci beaucoup Léo. Bonjour à tous et ravi de vous voir aussi nombreux pour participer à ce webinaire d'anniversaire. Alors, quelques mots sur l'Institut de la finance durable. L'Institut de la finance durable a été créé à la fin 2022 à la suite de Finance for Tomorrow avec l'objectif de fédérer et de coordonner et d'accélérer l'action de la place financière de Paris en matière de finance durable pour réussir la transition écologique et la transformation de l'économie. Nous comptons plus de 200 membres aujourd'hui qui sont tous mobilisés sur des travaux en lien avec la transition écologique et la finance durable. Et les travaux que nous vous présentons aujourd'hui, ainsi que le bilan, sont typiquement l'objet, c'est exactement ce que nous cherchons à faire collectivement, à construire des outils et des solutions pour faire avancer la finance durable au sein de la place financière de Paris. Alors, nos travaux Finance à Impact, pour refaire un historique très rapide, ont été lancés en 2021 à la demande de l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire et d'Olivia Grégoire, qui était à l'époque en charge notamment de l'ESS. Ce sont des travaux qui ont réuni plus de 150 institutions et 300 personnes qui ont été impliquées dans les différents travaux et qui ont permis d'aboutir à une définition de place de la finance à impact, de façon à pouvoir avoir une définition commune, collective, cohérente sur ce sujet-là. À la suite, une charte d'impact investisseur a été publiée, ainsi qu'une grille. L'enjeu de l'ensemble des membres qui ont participé à ces travaux-là, c'était à la fois de contribuer à la mise en place d'outils qui favoriseraient le développement de la finance à impact et en même temps de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue des outils qui sont élaborés par le groupe de place et démocratiser leur utilisation. Aujourd'hui, nous sommes 1 an après la publication de ces documents.
Nous poursuivons notre avance sur les déclinaisons des grilles en fonction des typologies d'actifs. Nous avons, comme Léo l'a expliqué, 16 fonds signataires, mais je sais qu'il reviendra un peu plus en détail sur le bilan de la charte après. Ça me semblait aussi également important de souligner que nos travaux ont reçu un prix en juin 2024 pour le génie collectif, qui est aussi une manifestation de ce qui nous a animés pendant ces années de travail sur la finance à impact. Nous fonctionnons avec un système de commission et de coprésidence de la commission impact. Et pour vous parler de l'importance de nos travaux et de la finance à impact, je vais laisser la parole à une de nos deux coprésidents de la commission impact, Adina Guro-Audibert, qui est directrice des gestions d'actifs de l'AFG et qui est également coprésidente de la commission impact. Adina, à toi. Merci beaucoup, Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence à ce webinaire d'anniversaire. Je suis présente à ces travaux depuis moins longtemps que Philippe Taffin, mais merci beaucoup pour l'accompagnement qu'il a toujours apporté à ce groupe. Que de chemin parcouru depuis 2021, comme l'a rappelé Cécile. Ces travaux ont permis de doter la place de Paris d'une définition commune ambitieuse de l'impact. Ensuite, on a permis aussi à mettre à disposition des outils pratiques, la charte d'impact, la grille d'évaluation du potentiel d'impact d'un fonds décliné par classe d'actifs. Donc, vous avez aujourd'hui sur le site de l'IFD les actions cotées et non cotées, mais bientôt aussi l'immobilier dette privée. Et sa notice explicative manuelle très utile pour pouvoir s'approprier la grille et pouvoir l'appliquer au niveau de son fonds. Les travaux de l'IFD ont permis de mettre en évidence la démarche d'impact sérieuse et sincère des gestionnaires d'actifs, mais aussi la vue claire des asset owners investissant dans ces fonds-là. Ce sont une multitude de parties prenantes, y compris des académies qui nous ont aidés dans cette démarche pour faire grandir la finance à impact. Alors, dans les chiffres, malheureusement, je n'ai pas aujourd'hui les chiffres 2024, mais j'ai les chiffres 2023, tels que l'AFG avait collecté dans son étude sur fin 2023. L'encours des fonds impact s'élevait sur la place de Paris à 80 milliards d'euros, avec une forte progression de 11% sur un an. Donc, on a constaté, nous, une progression régulière de l'actif sous gestion de ces fonds. La clientèle des fonds impact est, comme vous doutez, principalement constituée d'investisseurs institutionnels, à autour de 70%, et 30% pour les clients retail. Les chiffres de l'AFG montraient aussi que cette catégorie, elle est encore embryonnaire, puisque si on prend sur les catégories 1 et 2 de l'AMF, cela représentait donc à fin 2023 5% des stratégies ESG. Et il faut savoir que sur les catégories 1 et 2 de l'AMF, elles représentent en fait à peu près 40% des catégories articles 8 et 9 de SFDR. Donc, sur les données 2024, si on parle des SFDR, on peut voir que sur la place de Paris, 60% des encours des fonds domiciliés en France sont classifiés article 8 ou article 9, ce qui permet de dire que voilà, la place de Paris a toujours été très impliquée sur la finance durable, et donc il était évident aussi qu'il fallait travailler sur l'impact au niveau de la place de Paris. Pour ouvrir un peu la perspective sur SFDR, comme vous savez, SFDR sera révisé très probablement cette année, au 3e trimestre, on pense, et donc cette réouverture sera l'occasion de assurer la cohérence et la crédibilité encore plus des démarches de finance durable, de remettre le client final au centre de la finance durable, et c'est exactement ce que fait l'impact ici, on l'a bien vu avec les travaux de l'IFD, et également de passer d'une approche qui était
aujourd'hui que transparence à une approche avec des minimums requis. C'est très utile pour pouvoir gagner en confiance des investisseurs. Et pour ce faire, dans les différentes propositions qui existent sur la place, il y a aussi la proposition d'avoir une catégorie qui regrouperait les solutions, les stratégies de solutions, d'impact et de contribution. Donc, c'est là qu'on voit aussi que les travaux de l'IFD pourront contribuer effectivement à cette démarche plus globale. Ils œuvrent au développement d'une finance impact exigeante et transparente avec des pratiques harmonisées pour la place de Paris, mais espérons-le aussi au-delà. Donc, leur contribution, dans la contribution de l'IFD de tous, demeure très importante. Sans prendre plus de temps, je passe la parole à Christophe Bory, chef du service de financement de l'économie à la Direction générale du Trésor. Merci beaucoup, Adina. Merci beaucoup à l'IFD pour l'organisation de ce webinaire. C'est avec grand plaisir que le ministère de l'économie et des finances est représenté aujourd'hui ici. Ça a été bien rappelé, notamment par Cécile. Ces travaux ont été lancés à l'origine avec l'impulsion de ce ministère, donc il est bien naturel non seulement qu'on s'en préoccupe, mais aussi qu'on célèbre les succès et même l'anniversaire de ces travaux. C'est pour nous une grande satisfaction d'avoir à la fois évidemment la mise en place il y a un an, mais surtout depuis la diffusion de ces outils. Ça a été un gros travail, nous le savons, pour l'IFD, pour sa commission Impact, dont je remercie les membres, pour développer ces outils. Mais maintenant, effectivement, l'important, c'est qu'ils soient bien acquis et utilisés par les uns et les autres. Il y a eu un gros travail aussi de concertation, de coordination, parce que qui dit effort de définition, dit évidemment voir que tout le monde y retrouve ses petits, comprendre les spécificités des uns et des autres, et tout ça dans un objectif de transparence et de fiabilité qui est absolument majeur pour nous en tant que régulateur, en tant que puissance publique qui cherche à avoir une politique publique sur le financement à impact et plus largement sur l'économie sociale et solidaire. Nous avons besoin de ces outils de définition. Nous avons besoin aussi d'une appropriation de ceci par le secteur. Donc, nous verrons aujourd'hui avec les réactions des uns et des autres ce qu'il en est. Par ailleurs, je salue en passant aussi le fait qu'on a fait un effort aussi pour associer, si on peut dire, tous les mondes et notamment aussi les acteurs du bon côté comme du côté dans cette affaire, parce que ce n'est pas forcément que l'affaire des uns ou des autres. Peut-être pour recaler aussi dans le contexte plus général de l'action publique à ce sujet, vous dire que le grand enjeu pour nous cette année, c'est la définition de la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire. Comme vous le savez sans doute, au sein du ministère, on traite l'économie sociale et solidaire et les investissements à impact ensemble, parce que pour nous, effectivement, ce rôle d'investissement à impact, c'est au service d'une vision plus large de ces outils divers de financement de l'économie dans une optique sociale. Ça a été lancé à l'automne dernier, donc par la ministre précédente, mais ça a été repris, les travaux actuels, par la ministre déléguée Véronique Louwagie, qui est en charge de ce dossier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'appui de la Commission européenne. On a ce qu'on appelle un instrument d'appui technique, pour être concret, des financements, qui arrive de Bruxelles pour nous aider à faire ça, pour nous aider à concevoir cette stratégie, pour aussi faire quelque chose qui est attendu depuis assez longtemps par les acteurs, qui est ce qu'on appelle un compte satellite en comptabilité nationale. Complètement, ça veut dire essayer de retracer à l'échelle de l'ensemble de l'économie ce que représentent ces financements, leur évolution, leurs différentes sources, les différentes dynamiques. Ça sera très utile. Et par ailleurs, il y aura aussi une partie stratégie de communication. Mais évidemment, ce qui vous intéresse le plus ici, c'est la partie financement. On est bien au courant que c'est l'enjeu principal, notamment quand on connaît l'état des finances publiques aujourd'hui. On sait bien que l'enjeu du financement, et notamment des financements privés, va être absolument déterminant. C'est pour cela qu'on va aller progressivement préparer ce qu'on appelle une conférence des financeurs de l'économie sociale et solidaire et des financements à impact, donc, qui aura lieu en juin de cette année, donc pour travailler sur des solutions concrètes pour répondre aux besoins de financement divers.
alors ça n'est déjà plus très loin, mais d'ici là, on a une étape intermédiaire qui est que le 29 avril, donc dès la semaine prochaine, à Bercy, le ministre Éric Lombard recevra, ainsi que Madame Louwagie, un certain nombre d'acteurs pour, si on peut dire, faire une sorte de lancement du chemin vers cette conférence des financeurs, en recevant un certain nombre des fédérations et des acteurs pour commencer à étudier ensemble les problématiques qui pourront être mises sur la table. Dans cette perspective, évidemment, les travaux de l'AIFD, une fois encore, nous seront fort utiles pour avoir la clarté sur ce qui se passe et ce qu'on peut définir comme des investissements à impact. Et bien entendu, nous aurons besoin de l'investissement de l'IFD dans les phases qui suivent. Merci à tous. Merci beaucoup, Christophe, pour ces quelques mots. Je vais à présent présenter les outils de l'IFD, à savoir donc la charte d'impact investisseur et les grilles d'évaluation du potentiel d'impact. Pour un peu de contexte avant tout, le panorama de la finance à impact récemment publié par le GSG France identifie 3 défis majeurs perçus par les acteurs de la finance à impact, qui sont en premier le manque de comparabilité de normes communes pour mesurer l'impact des investissements, l'absence de standardisation dans la mesure et la gestion de l'impact et le risque d'impact washing. Par conséquent, si la place financière de Paris souhaite continuer sur sa lancée de faire passer à l'échelle les investissements à impact, cela soulève quelques problématiques. La première est la nécessité de parler un langage commun. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est important pour toutes les parties prenantes, quel que soit le secteur, de s'assurer que l'on soit tous d'accord sur un cadre opérationnel commun. Ce qui m'amène à la deuxième problématique, qui est de crédibiliser les démarches d'impact, se baser sur des outils communs et exigeants qui permettent d'harmoniser les pratiques et de garantir une démarche transparente, robuste et avérée, permettra donc de limiter les risques d'impact washing. Une autre problématique est aussi de mettre à disposition des acteurs financiers une boîte à outils qui permet de construire sa démarche d'impact de A à Z. Je pense d'ailleurs notamment au guide pratique pour engager cette démarche d'impact récemment publié par FAIR. Je vous encourage à le consulter si vous n'avez pas encore eu l'opportunité. C'est donc ces constats qui ont poussé le groupe de place Impact et désormais la commission Impact de l'IFD à construire un cadre opérationnel qui permet de développer la finance à impact. Ce cadre se base avant tout sur une définition commune qui est partagée par toute la place de Paris. Vous la connaissez tous, je ne vais pas la lire à haute voix. Elle repose sur 3 piliers, l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesure de l'impact. Sans rentrer dans trop de détails, puisqu'en effet, vous la connaissez probablement, un fonds à impact doit être intentionnel, c'est-à-dire que l'investisseur doit afficher clairement sa volonté de créer un impact social ou environnemental mesurable en parallèle d'une performance financière. L'intention est donc au cœur de la démarche d'impact, c'est ce qui permet de construire une thèse d'impact solide et de mettre en place la stratégie qui en découle. Un investissement à impact doit également être additionnel, ce qui signifie qu'il génère un effet de levier, qu'il apporte une valeur ajoutée sociale ou environnementale qui ne serait pas obtenue autrement. L'additionnalité répond donc à la question si l'actif n'avait pas été financé par cet investisseur en particulier, quelle serait la différence? Enfin, l'impact du fonds dans l'économie réelle doit être mesuré sur la base des objectifs annoncés dans le cadre de l'intentionnalité. La définition d'indicateurs pertinents est donc essentielle pour démontrer la valeur réelle de l'impact généré. C'est sur cette définition, partagée donc par toute la place de Paris, que reposent les outils de l'IFD, à savoir la charte d'impact investisseur et la grille générique. En commençant par la charte, comme je l'ai déjà évoqué, elle vise à favoriser le développement d'une finance à impact exigeante, transparente et à harmoniser les pratiques. L'objectif est de définir un cadre commun à toutes les classes d'actifs pour les fonds existants ou en création, souhaitant se désigner à impact afin d'affirmer l'engagement du signataire dans le respect des principes de la charte et de garantir une démarche d'impact transparente et avérée. Concrètement, si une société de gestion veut définir son fonds à impact au sens de l'IFD, elle devra signer la charte, appliquer les principes de la charte et s'évaluer au regard de la grille d'évaluation. Les 10 principes que s'engage à respecter le fonds signataire de la charte reposent sur les piliers de la définition de la finance à impact que j'ai mentionné plus tôt. Sans rentrer trop dans le détail, l'intention se matérialise par des objectifs d'impact précis formalisés pour tout le portefeuille du fonds. L'additionnalité s'illustre à travers une démarche et des leviers qui doivent être détaillés. Un fonds à impact au sens de l'IFD doit également avoir une méthodologie de mesure d'impact robuste et rendre en compte chaque année de l'impact de ces investissements. Enfin, dans le cas où une rémunération variable existe, aligner le processus de rémunération de la performance des gestionnaires en partie sur des objectifs d'impact définis est un des principes de la charte.
Chaque fonds auquel s'applique la charte doit également s'évaluer donc au regard de la grille d'évaluation du potentiel d'impact et s'assurer de répondre aux questions qualifiantes et d'obtenir le score minimal. En plus de servir d'outil d'évaluation pour la charte, cette grille est utile pour de multiples raisons. Elle peut servir d'outil d'autodiagnostic en permettant aux sociétés de gestion de s'évaluer en interne et de se comparer aux notes obtenues par d'autres fonds. Elle fait aussi partie de la boîte à outils nécessaire pour le développement de la finance à impact, car elle permet de diffuser la façon de penser, les méthodes et le langage de la finance à impact aux acteurs du secteur financier. Enfin, pour les investisseurs institutionnels, cette grille peut servir d'outil d'identification des fonds à impact. Voici un petit aperçu d'ailleurs de ce à quoi ressemble la grille générique. Comme vous pouvez le voir, il y a des seuils pour chaque question qui permettent d'atteindre un score global sur 100. Mais si vous voulez vous plonger plus en détail dans cette grille, elle est disponible gratuitement, bien sûr, sur le site de l'IFD. Le lien est dans la boîte Q&A, il me semble. En termes de structure, il y a donc 34 questions dans cette grille qui sont réparties en 4 sections. La première section évalue la théorie du changement au regard des objectifs et des actions annoncées. La deuxième section évalue l'adéquation entre la théorie du changement du fonds et les actions effectivement réalisées. La section C correspond au suivi des résultats, en considérant autant la procédure de suivi que la qualité des résultats obtenus. Enfin, la dernière section touche à la communication et la crédibilité. Il y a également 2 questions bonus portant sur le partage solidaire des revenus et sur les actions de sensibilisation à l'impact. Comme je l'ai précédemment évoqué, la première condition pour signer la charte est de répondre aux questions qualifiantes, qui sont au nombre de 12. Un fonds impact doit donc se donner l'objectif explicite d'avoir de l'impact dans ses documents supports, en préciser les actions associées et y afficher l'intention de limiter les externalités négatives. Il doit également sélectionner des actifs qui répondent exactement aux objectifs définis pour au moins 70% du portefeuille et s'engager systématiquement en cas d'externalité négative, au minimum à travers un dialogue avec les émetteurs ou le vote dans les organes de gouvernance, par exemple. Un fonds impact doit aussi suivre l'atteinte des objectifs fixés pour plus de 70% des actifs et atteindre une progression pour au moins 50% d'entre eux. En termes d'externalité négative, elles doivent être suivies systématiquement, comme je l'ai dit. Par ailleurs, un processus de contrôle interne ou externe de la stratégie de transformation durable doit être mis en place. Enfin, un fonds impact doit communiquer un rapport d'impact annuel et indexer sa rémunération variable, si elle existe, sur des critères d'impact. L'autre condition, donc, en plus des questions qualifiantes, est d'obtenir le score minimum. En 2024, il était de 55 points dans la première itération de la grille. Il est maintenant à 60 points, l'année prochaine à 65 et en 2027 à 70. L'idée derrière cette évolution du score est d'embarquer un maximum d'acteurs au début pour ensuite les encourager à améliorer leurs pratiques d'impact. À ce jour, donc, il existe 3 versions de la grille générique, la grille cotée et la grille non cotée. Mais comme l'a dit Adina, nous allons publier, et je suis d'ailleurs ravi de vous l'annoncer, la grille pour les actifs immobiliers en mai, et celle sur les actifs dette privée arrive. Et donc, pour maintenant que tout le monde est à jour sur ce que sont les outils de l'IFD, voici un petit bilan de leur adoption par la place financière de Paris, en tout cas de la charte. Au total, 16 fonds sont signataires de la charte d'impact investisseur. Parmi eux, 8 ont utilisé la grille non cotée, 6 ont utilisé la grille cotée et 2 la grille générique. Le score moyen obtenu est donc de 76 sur 100, qui démontre de la robustesse des démarches d'impact des fonds qui ont signé. Au total, ces 16 fonds représentent environ 1,5 milliard d'euros d'encours. Et en termes de sociétés de gestion signataires, vous pouvez voir les logos s'afficher, elles sont au nombre de 8. Mais je ne vais pas prendre plus de temps et je vais laisser la parole à Jean-Bernard Pott pour nous présenter la perspective des investisseurs institutionnels. Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci Léo pour cette présentation très exhaustive des travaux. Et c'est vrai que je salue également le gros travail collectif qui a été effectué depuis 4 ans. J'en profite pour faire signe à Laetitia Tancoué, je crois, qui est sur ce webinaire et qui avait participé en fait au démarrage des travaux sur le sujet. Et puis travaux qui ont donc inclus l'ensemble des parties prenantes et donc une déclinaison de la grille et des grilles comme l'a décrit Léo de manière assez structurelle
reprenant dans diverses classes d'actifs. Et je voulais saluer également tout le travail de Michael Mango sur justement le fait d'avoir des grilles qui puissent converger, donc malgré les différentes caractéristiques de ces classes d'actifs, pour avoir quelque chose d'assez homogène. Donc, gros intérêt en fait des investisseurs institutionnels pour avoir une définition commune et robuste de l'investissement à impact. C'est vrai qu'on a une multiplicité des fonds à impact, et avec ma casquette du côté de la CAVP, de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, nous avons environ 200 fonds, et une vingtaine se disent à impact. Alors, on les aime tous beaucoup, mais c'est vrai que sur la vingtaine, on n'a pas forcément en fait 20 qui sont véritablement impact. Tous sont ESG+, voire plus, mais avoir cette définition est quelque chose qui est extrêmement important. D'une manière plus générale, c'est vrai que l'impact est une partie de et pour une partie des fonds, mais l'impact n'est pas pour tout le monde. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir une définition de l'impact qui soit exigeante, qui soit présente, comme cela a été le cas, comme cela est le cas au niveau de l'IFD, pour justement éviter l'impact washing, qui est, tout comme le SG washing, quelque chose qui peut être extrêmement négatif pour l'ensemble des fonds à impact. Donc, des démarches exigeantes, et puis démarches inclusives fortes. Pour rebondir sur les propos de Christophe Baudry, c'est vrai qu'on s'est attaché également à bien avoir, je dirais, un peu nos frères aînés dans l'impact, en fait, qui venaient du côté de Fer et de Finansol, où une rémunération variable n'est pas forcément la norme au niveau de fonds solidaires qui sont à impact, d'où le fait d'avoir, pour certaines questions, bien la prise en compte des spécificités de fonds de Fer ou de Finansol. Enfin, pour justement pouvoir continuer et avoir cette vision commune des fonds à impact. C'est vrai qu'au niveau de l'AF2I, donc on a développé, comme vous le savez, en fait, un questionnaire ESG de l'AF2I qui est général sur l'ensemble de l'ASG, mais sur le questionnaire fonds, on a pris quelques questions plus spécifiques sur l'impact, et notamment dans cette partie, demandant si justement la charte a été validée par la société de gestion, et puis également le score, ce qui, nous, au niveau investisseur institutionnel, va nous aider aussi à voir beaucoup plus facilement les différents fonds à impact, voir leurs axes principaux, et puis également en fait, les axes d'amélioration. Tout ne se fait pas en un seul jour, et donc de manière à pouvoir avancer ensemble avec le financement des asset owners. Et puis, on invite les sociétés de gestion justement à remplir plus particulièrement cette partie-là pour les fonds à impact. Et j'ai le plaisir de passer la parole donc à plusieurs gestionnaires de fonds, à commencer par Alice Carl et Servan Metzer-Corrigou sur les deux premiers fonds. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? En écho? Parfait. Ok. Je m'entends un peu. Voilà. Ok. Bon, c'est pas grave. Pour me présenter, je suis Chief Impact Officer chez Incoventure. Chez Incoventure, on investit dans des initiatives inspirantes et concrètes portées par des dirigeants et dirigeantes engagés. Incoventure a été créée il y a une dizaine d'années, et l'objectif était de mettre vraiment la mesure de l'impact au cœur de la stratégie d'Incoventure. Donc, depuis notre création, on a accompagné plus de 120 participations. On gère plus de 130 millions sous gestion qui sont répartis sur 5 fonds, et on conseille également sur la mesure d'impact 3 fonds de différents stages. Tous nos fonds sont aussi labellisés Finansol, et on est très inscrits dans le monde de l'impact et de l'ESS.
Et notre vision avec l'écosystème sur la mesure d'impact, c'est que notre rôle de pionnier, en fait, nous oblige à travailler activement à toutes les initiatives qui visent à renforcer la mesure d'impact et à la rendre plus intelligible possible pour nos parties prenantes. Et la charte et la grille d'évaluation jouent complètement ce rôle. Donc, IncoVenture s'est investi dans le groupe de travail qui a donné lieu à cette charte, notamment notre directeur général a travaillé avec l'économiste Michael Mongo sur la grille non cotée. Quand je suis arrivée chez IncoVenture il y a 1 an, et cet outil a été vraiment précieux pour 3 aspects principaux. En premier lieu, pour nos LP, on a la chance d'avoir des LP qui sont assez engagés sur ces sujets. Et notamment, Generali avait pris la décision de faire signer la charte à tous les fonds sous gestion. Et donc, on a été poussé par Generali, mais déjà très actif dans les travaux. Donc, on a eu vraiment le soutien de la part de nos LP dans cette démarche. Et ça leur a permis, eux, de mieux en fait, comprendre nos méthodologies, de mieux valoriser ce qu'on faisait déjà depuis longtemps. Et ça a créé aussi sur d'autres fonds. On a aussi un fonds qui a été levé l'année dernière en amorçage avec la région Île-de-France notamment. Et donc là, on a pu utiliser la grille dès la création du fonds. Même si elle n'est pas obligatoire d'être remplie quand on a moins de 2 ans, on a pu l'utiliser pour la pré-remplir et voir où est-ce qu'on pourrait s'améliorer. C'est aussi un grand atout pour nos LP, pour valoriser en fait la rigueur de nos méthodologies. Je pense à notre fonds Abeille qui a obtenu la meilleure note, je pense, qui a été attribuée donc, de 89%, et ils étaient très heureux de voir ce travail-là. Donc cette bonne note, on l'a pu l'obtenir parce que cette grille joue le rôle vraiment d'un outil pédagogique. Donc, comment on s'y est pris, nous, concrètement, en tant que praticiens, en découvrant cette grille et cette charte? En fait, on a commencé à faire l'exercice de la grille et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait plein de preuves des questions qui étaient réparties dans différents documents, dans les decks des fonds, dans les rapports d'impact, dans des fichiers partagés avec les participations. Et donc, notre approche, ça a été de créer un document support de la stratégie d'impact du fonds qui reprend exactement le déroulé des questions qu'il y a dans la grille d'évaluation. Et ça a été vraiment un très bon moment d'échange avec le LP pour vraiment leur montrer, voilà, sur tous les volets de la grille, qu'est-ce qu'on a directement comme preuve. Ça a eu l'avantage aussi de simplifier l'audit côté IFD. Et pour cet exercice-là, donc on a posé notre stratégie et ça a permis de valoriser les points forts et là où on perd des points. Donc, les points forts, donc on a eu plutôt des bonnes notes en résultat, mais en particulier sur l'intentionnalité. En fait, une fois qu'on avait fait tous les exercices et les méthodologies qui étaient en place, on a vu qu'on avait le maximum des points et que ce n'était pas là-dessus qu'on allait devoir travailler. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il n'y avait pas un pilier, on était vraiment plus faible que les autres. Donc, ça a permis de se dire qu'on a de quoi progresser sur un peu tous les piliers. Et dans les pistes d'amélioration, donc là où on perd des points, alors, il y en a certains sur lesquels on ne va pas travailler. C'est une grille très exigeante et je pense qu'il faut choisir ses combats. Donc, par exemple, je pense à la question 21. Donc, on perd des points parce qu'on ne démontre pas l'additionnalité du fonds à partir de méthodes quantitatives, factuelles et de méthodes qualitatives psychologiques. Nos LP ne nous en ont pas voulu. Intellectuellement, c'est un exercice qui est vraiment très intéressant. Mais on s'est dit que ce n'était pas ce qui apportait plus de valeur ajoutée, que ce soit pour nos LP ou pour nos participations. Donc voilà, donc intellectuellement, c'était intéressant de découvrir cette approche-là, mais ce n'est pas ce qui nous a le plus intéressé. Ce qui nous a le plus intéressé, qui a ouvert vraiment des discussions à la suite de la présentation de ce support, ça va être tout ce qui concerne l'engagement actionnarial. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux centraliser dans une documentation contractuelle une sortie prématurée si jamais on ne respecte pas les objectifs d'impact. Alors, bien sûr, dans le mon côté, c'est pas si simple de sortir, etc. Mais en tout cas, ça a permis d'initier la discussion, de mettre plus en évidence qu'on ne faisait pas forcément très bien avant, le lien entre les actions menées et l'augmentation de la performance impact et ESG. Dans nos rapports, on avait tendance à mettre d'expliquer ce qu'on faisait et les résultats, mais pas forcément de l'exprimer de façon plus logique que le demande la question 30. Et voilà, et ensuite, sur la performance de chaque membre de l'équipe de gestion, sur la performance au niveau de la société de gestion et moins individuellement par personne. Et donc ça, on s'est dit que c'était aussi un axe d'amélioration possible qui nous permettrait de monter nos points. Et voilà, pour finir, je trouve que c'est un outil qui est très utile, notamment pour la transparence et la progression de tout l'écosystème et aussi de la recherche là-dessus.
Donc, nous, on a pris la parti pris de publier ces supports et ces grilles et nos notes et les points en mettant en avant cela où on avait les points. Et voilà, donc on trouve l'approche de laisser soit auditer, soit publier en transparence très intéressante parce que ça a permis de rendre ça public et on espère que d'autres pourront s'inspirer de ce support et l'adapter sans problème à leur cas spécifique. C'était aussi important de s'évaluer par rapport à d'autres, mais je pense que voilà, l'objectif de cette grille, c'est pas forcément d'atteindre les 100 points, mais de se poser les bonnes questions. Et c'est une démarche qui a vraiment permis cette grille. Et ensuite, dans la diffusion dans l'écosystème, je pense que je vais passer la parole à Sarah qui en parlera très bien, mais c'est quand même un travail qui est très pionnier au niveau européen. On était intervenu auprès de Impact Europe, nous, l'année dernière, pour parler justement de ces sujets de transparence dans la mesure d'impact. Et on a parlé aussi, mais c'est donné en fait des critères et des définitions claires derrière ces trois piliers sur lesquels, de l'investissement impact sur lesquels tout le monde est d'accord, et aussi d'éviter l'impact washing avec des critères clairs et communs à tout le monde. Donc voilà, je vais passer la main à Sarvan, qui a également fait l'exercice. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, super. Bonjour à toutes et à tous. En effet, je suis ravie d'être là et aussi de passer après Alice, qui, en effet, chez Inco, voilà, ils sont vraiment des pionniers sur ces sujets-là. Donc, on est très content aussi de faire partie sharing des premiers signataires de la charte et des fonds et des sociétés de gestion ayant rempli la grille. Peut-être quelques mots très rapides de Ring. Donc, Ring, c'est un écosystème d'investissement à impact qui a été créé en 2017 par Nicolas Sellier et Geoffroy Bragadier. On est société à mission. Notre mission, c'est de diriger des capitaux vers des solutions vitales à des grands défis sociaux et environnementaux en alignant performance d'impact et performance économique. Et donc, j'ai la chance d'être Chief Impact Officer de la société de gestion et donc de piloter le déploiement de la stratégie impact sur les différents véhicules de Ring qui vont de l'amorçage au growth equity, donc au capital développement en Europe. Et on a également un véhicule de early stage impact sur le continent africain qui s'appelle Ring Africa. En toute originalité, et ainsi qu'un véhicule de venture philanthropie qui s'appelle Ring Foundation, que je pilote. Donc, on a vraiment cette vision un petit peu holistique de l'impact et on a ce qui a été fait chez Ring de façon incrémentale sur nos méthodologies d'impact, c'est qu'on a voilà, des fonds qui ont été créés plus tôt que les autres, qui ont un peu défini la stratégie qu'on allait suivre pour les autres. Et petit à petit, en fait, celle-ci s'est déclinée selon les différents véhicules. Et donc, peut-être pour en arriver à la grille, elle était pour nous de façon très logique la continuité des travaux qui avaient déjà été faits sur les trois piliers, donc intentionnalité, additionnalité et mesurabilité, avec des définitions sur les trois piliers qui ne sont pas toujours les mêmes selon les acteurs. Et donc là où elle est extrêmement utile, cette grille, dans sa construction, et vraiment félicitations pour ça, c'est qu'elle détaille dans un niveau de granularité très précis des questions qu'on se posait tous et qu'on n'avait pas toujours tranchées. Peut-être avant de vous donner des exemples, elle a aussi le très grand bénéfice, contrairement à d'autres outils, d'être réellement un outil impact et pas un outil ESG. Vous l'avez mentionné précédemment de votre côté, mais je pense que c'est très important, et même si aujourd'hui on commence à avoir une bonne compréhension de ces sujets dans notre écosystème, les fonds qui font de l'ESG, c'est-à-dire qui suivent des critères extra-financiers, en fait, suivent les externalités négatives que les boîtes dans lesquelles ils investissent peuvent avoir. L'objectif là qu'on recherche, je crois, tous autour de la table, c'est de prouver l'impact positif que les solutions dans lesquelles on investit, qu'elles soient sociales ou environnementales, ont sur la société et la planète. Et de ce point de vue-là, on avait besoin de rentrer dans ce degré de précision et de granularité. Peut-être pour donner deux exemples, donc nous on a eu une moins bonne note qu'Alice, mais bon, on est plus près des 80, mais aussi parce qu'on a des méthodologies différentes selon les maturités. Et je pourrais y revenir si besoin. Et peut-être deux points sur lesquels la grille nous a permis de nous poser des questions très intéressantes. La première, c'est sur la question de l'additionnalité. L'additionnalité, en fait, Léo l'a défini tout à l'heure, elle est en fait double. C'est-à-dire qu'il y a une additionnalité qui est l'additionnalité
des sous-jacents, c'est-à-dire des entreprises même dans lesquelles on investit, le potentiel d'impact qu'elles ont par rapport aux solutions existantes. Et c'est souvent l'additionnalité auquel s'arrêtent les investisseurs impact, ce qui est déjà énorme et très important. Mais la grille a le bénéfice de nous interroger sur notre additionnalité à nous, c'est-à-dire sur la contribution que l'investisseur a dans l'accompagnement de la maximisation de la performance d'impact de ses sous-jacents. De ce point de vue-là, puisqu'on joue collectif, il y a une note qui est sortie côté France Invest sur ce sujet, et je trouve que la complémentarité entre ces approches est très intéressante pour savoir comment on accompagne les entreprises dans cette performance d'impact. Et dans cette suite logique, un autre point qui nous a fait beaucoup réfléchir, sur lequel on est encore en train de travailler en toute transparence et qui est aussi repris dans des questionnaires comme Bicorp, c'est la question des exits à impact. C'est-à-dire comment est-ce qu'on rend une boîte dans laquelle on est sorti, a fortiori quand on est minoritaire à la cap table, comment on garde la mesure d'impact et le niveau stratégique de la performance d'impact, même une fois qu'on est sorti. Ça, c'est typiquement quelque chose qui était assez peu abordé, je pense, jusqu'ici dans les réflexions théoriques qu'on pouvait avoir dans les méthodologies d'impact, et la grille a vraiment ce bénéfice-là. Peut-être en effet pour parler d'une vision un petit peu plus macro et un peu plus écosystémique, pour vous expliquer d'où je parle et d'où on parle, parce que Alice fait aussi partie de cette initiative. J'ai la chance de piloter une initiative qui s'appelle United for Impact, qui est une initiative qui a été créée en décembre 2023, qui réunit aujourd'hui 63 sociétés de gestion impact de 18 pays de l'Union européenne et qui a un double objectif, donc un objectif de plaidoyer pour faire connaître l'investissement impact et le distinguer aussi des investissements ESG, notamment dans le cadre de la future révision de SFDR, donc de la réglementation SFDR. C'est notre gros cheval de bataille plaidoyer, mais on en a d'autres, notamment sur les sujets de taxonomie sociale et autres. Et on a un autre gros volet, qui est le volet plus connaissance, qui a pour but de partager entre nous, donc entre ces 63 fonds, les meilleures pratiques qu'on a sur les sujets impact. Donc ça va de l'alignement d'intérêts à l'additionnalité, à plein de choses. Et en effet, pourquoi pas au sujet des exits. Et voilà, je trouve que de ce point de vue-là, la grille, dans un point de vue écosystémique sur le partage de bonnes pratiques, est vraiment quelque chose qui est très utile et sur lequel nous, dans ce cadre de cette initiative, on s'appuiera définitivement. Peut-être d'un point de vue plus plaidoyer, que je connais bien aussi, en fait, cette grille, elle sera d'autant plus utile, et je rejoins complètement ce que disait Alice, qu'elle sera publique. C'est-à-dire que l'idée d'avoir une transparence sur les scores et sur les grilles des signataires, donc il faut voir dans quelle mesure est-ce que c'est possible, mais de notre côté, on pense vraiment que ça peut être utile pour permettre une montée en gamme de l'ensemble du secteur. Parce qu'en fait, si on se restreint aujourd'hui à avoir uniquement des fonds comme Inco et Ring qui remplissent la grille, en fait, c'est super, mais ça ne permettra pas au monde de l'impact investing de passer à l'échelle, en fait, en Europe. Et donc, autant l'outil est utile, autant maintenant, je pense que la question se pose un peu de comment on le rend écosystémique, et de notre point de vue, ça passe par cette transparence et cette publicité. Et peut-être un dernier point, et je m'arrête, l'idée aussi de la perspective de cette grille, c'est d'avoir peut-être une forme d'accompagnement pour dire, OK, voilà, en fait, vous avez les fonds best in class, donc Inco et dans une moindre mesure Ring, qui ont déjà rempli toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on accompagne des fonds qui souhaiteraient, donc non cotés, peu importe le niveau de maturité des sous-jacents, mais c'est d'autant plus vrai qu'ils sont plus jeunes, comment on les accompagne dans la réalisation des différents éléments de la grille pour s'assurer justement qu'on ne fait pas d'impact washing. Voilà, en tout cas, merci encore à l'IFD, à Théo et à toute l'équipe pour ce travail, et ravi d'être à vos côtés aussi pour la suite. Et ravie d'avoir la perspective du côté, pardon. Je passe la parole du coup au gestionnaire du côté, parce qu'on dit souvent, je leur passe la balle comme ça, et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop, mais on a tendance à dire que l'impact est plus difficile à prouver dans le côté que dans le non-côté. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement utile aussi d'avoir cette grille pour le côté. Merci beaucoup. Peut-être juste avant de laisser la parole à Thomas, je voulais préciser un tout petit point. Ce côté publicité, on l'a bien entendu dans le cadre des discussions qu'on a pu avoir lors de nos travaux, et ce sera le cas, mais dans le cadre du nouveau site de l'IFD qui est en recettage. Voilà, je voulais juste préciser ce petit point-là. Et c'est une excellente nouvelle. Merci, Cécile.
Merci Servan pour cette belle passe d'armes. J'étais justement en train de noter un point de réaction par rapport à ce que tu disais sur l'utilité de cette grille et le fait que qu'on ait décidé finalement de la différencier entre le côté et le non-côté, ne donne plus d'excuses aux investisseurs cotés pour ne dire qu'on ne peut pas faire de l'impact, ou en tout cas mettre les moyens nécessaires pour avoir une intentionnalité d'impact dans l'investissement coté. Et c'est ce qu'on essaye de faire à la financière de l'échiquier. Donc peut-être pour te représenter un petit peu, avant de vous parler un peu de ce qu'on a fait autour de cette grille et donner un peu un retour d'expérience du côté. Je m'appelle Thomas Certeux, je suis analyste ISR à la financière de l'échiquier, donc qui fait partie maintenant du groupe La Banque Postale Asset Management et qui, depuis 2017, est investisseur à impact à travers 4 fonds. Donc, un fonds principal historique qui s'appelle Échiquier Positive Impact, qui contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, qui est le principal fonds et qui est créé depuis 2017. Puis, 3 autres stratégies ont suivi. L'un sur la biodiversité et le climat, un fonds solidaire labellisé Finansol avec une partie non cotée gérée chez Amundi Finance et Solidarité, et le petit dernier, un fonds sur la santé avec l'objectif d'améliorer l'accès à la santé au niveau mondial. Donc ces 4 fonds représentent à peu près 500 millions d'encours sous gestion et sont le fruit d'une doctrine d'impact qui a été élaborée, qui a évolué au fil des travaux de place et des pratiques de place dont on s'est beaucoup inspiré, et notamment qui a tiré ses racines de la définition de l'investissement impact du FIR, puis celle de l'IFD, et qui reprend les 3 piliers pour définir en fait tous nos engagements en tant qu'investisseur à impact coté pour un fonds à impact qui existe chez nous, qui pourrait voir le jour chez nous. C'est un peu comme notre Bible de l'impact à la financière de l'échiquier. Et finalement, ces fonds, pour finir avec la présentation, sont logés dans une SICAV différente des autres fonds de la financière de l'échiquier, qu'on appelle la SICAV Impact, avec un conseil d'administration dédié, composé de 5 administrateurs, dont 4 indépendants, tous avec des expériences pertinentes et importantes dans l'investissement responsable et l'investissement impact, qui permettent de challenger et d'améliorer un peu l'alignement d'intérêts qu'on peut retrouver entre l'investisseur et le gérant d'actifs, entre l'intérêt financier et l'intérêt impact. Tout ça étant dit, donc notre travail sur la grille et notre participation déjà au groupe de travail font partie de notre volonté un peu de rester dans une continuité d'amélioration et de se nourrir un peu des pratiques de place et les meilleures pratiques. Et donc, je pense que pour commencer, l'objectif, quand on a rempli cette grille en septembre, et obtenu un score. Alors, encore une fois, j'ai l'impression qu'on est en décroissance parce que je suis encore un petit peu en dessous des scores de mes prédécesseurs dans l'impact non coté. C'est peut-être un biais de l'impact coté, mais on a eu donc 74 et 71 sur 100. Mais l'objectif était premièrement de faire un état des lieux de l'acquis, de ce qu'on avait et de savoir où est-ce qu'on se situait un peu par rapport à toutes les pratiques qui sont listées dans ces grilles et très bien détaillées avec notamment le document d'explication et qui vient compléter un peu tous les niveaux de points qu'on peut avoir. Donc ça a permis de faire un état des lieux et ensuite, comme l'ont dit très bien Servan et Alice, de faire une identification aussi d'axes de progrès et d'axes d'amélioration. Et j'en ai sélectionné un qu'on a déjà mis en place au moment de compléter cette grille pour vous donner un peu une illustration de choses qui sont améliorées dues à la grille. C'est notamment la définition d'une théorie du changement pour nos fonds à impact. Donc concrètement, une théorie du changement, c'est un travail assez théorique, comme son nom l'indique, qui permet de mettre sur le papier les chaînes causales par lesquelles on va mettre un lien entre les actions menées en tant qu'investisseur et les impacts escomptés, les impacts positifs escomptés à la fin. Et sans oublier de passer par les limites qui sont liées souvent à notre classe d'actifs et également les facteurs externes et qui, en l'occurrence pour les actions cotées, sont assez nombreux, étant donné le nombre d'investisseurs et le côté indirect du financement que nous impose notre classe d'actifs. Donc ça a été un exercice qui était notamment sous-entendu et poussé par les premières questions, parmi les premières questions de la grille dans la partie intentionnalité, qui nous ont permis de nous rendre compte en fait de comment on pouvait gérer ces facteurs externes
non pas les ignorer, mais plutôt les prendre en compte et essayer de les mitiguer d'une certaine manière par nos actions en tant que société de gestion. Donc ça, c'était un exemple de pistes d'amélioration qui ont déjà été mises en place, mais il nous en reste encore quelques-unes. Et d'ailleurs, je rejoins encore une fois Servan et Alice sur la partie pour nous qui est aussi un peu difficile, qui est plus sur la mesure ou l'observation, comme c'est dit dans la grille, des résultats, où nous non plus, on n'a pas fait l'exercice de scénario contrefactuel, même si intellectuellement c'est très intéressant, on pense que c'est pas forcément la priorité, mais on sait qu'on a encore du travail à faire afin de déterminer vraiment les faisceaux de preuve entre les actions menées en tant qu'investisseur et les résultats qu'on peut potentiellement observer. Et je comptais d'ailleurs finir là-dessus en faisant peut-être un parallèle avec le fait que voilà, on a souvent comme critique ou bien comme remarque sur l'action cotée que l'additionnalité est très différente de l'action non cotée, enfin que l'investissement dans le non coté. Nous, notre levier, c'est principalement de l'engagement sous toutes ses formes avec les sociétés. Et je comptais passer la main à Sophie pour savoir ce qu'elle en pensait. Je ne sais pas si elle a eu le temps d'arriver et si c'était un problème qu'elle rencontrait également dans ses fonds dans le côté ou si elle avait des recommandations sur le sujet. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. Bonjour, donc oui, Sophie, alors même diagnostic et sans doute même problème aussi. Donc moi, je gère un fonds à impact depuis peu au Crédit Mutuel Asset Management alors je suis au Crédit Mutuel Asset Management depuis 2022 et on a mis un peu plus d'un an à lancer notre premier fonds à impact sur le périmètre des actifs cotés. Donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit, tant sur le périmètre des actifs non cotés que cotés. Peut-être à la différence près que autant les intervenants précédents ont vraiment parlé de continuité, c'est-à-dire que c'était des fonds existants ou des approches existantes qu'ils ont réussi à combiner, à coordonner, à mettre beaucoup plus en lumière. Autant pour ce qui me concerne, c'était vraiment une démarche totalement nouvelle. Donc, ma feuille de route quand je suis arrivée dans la société de gestion, c'était de créer un fonds à impact. Et il se trouve qu'en termes de temporalité, c'était au même moment où les travaux de la grille et de l'IFD étaient en train de se former. Donc, mon retour d'expérience, il est plus sur l'utilisation de la grille comme une boussole dans la construction de la stratégie. Du coup, c'était moins une idée de rassembler des choses existantes et de les mettre en valeur plutôt que vraiment de commencer tout en bas et de construire quelque chose. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit que j'ai utilisé la grille. Alors, même diagnostic, pourquoi? Parce que je pense qu'il faut se faire avec l'idée qu'on n'aura jamais 100%. Il faut choisir ses combats, comme l'a dit très bien Alice. Il y a sans doute des choses qui sont plus faciles à mettre en œuvre sur périmètre des actifs non cotés et vice-versa de notre point de vue. Voilà, donc en termes de scoring, comme je suis encore relativement jeune en termes d'impact et de stratégie d'impact, moi mon score il est largement inférieur mais toujours qualifiant. Mais voilà, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire de notre côté. Alors, c'est vrai qu'on l'a mentionné tout à l'heure, l'engagement, c'est notre levier principal côté actif coté sur l'additionnalité. Mais bon, ça génère aussi beaucoup de craintes. Et voilà, est-ce qu'on peut vraiment prouver l'additionnalité en ne faisant que de l'engagement? Voilà, ça c'est à débat. Mais il n'en reste pas moins que, encore une fois, sur les marchés secondaires, c'est très difficile d'accompagner et surtout de prouver que sans notre intervention, l'impact n'aurait pas été délivré. Je pense que là, c'est vraiment ce qui nous différencie le plus des actifs réels, ou du moins de la possibilité qui est offerte sur ce segment-là. Voilà, on lutte quand même avec ça. N'en reste pas moins que, encore une fois, la grille a vraiment aidé à formaliser et formuler, bien sûr, notre thèse d'impact, mais la méthode qu'on a mise en place sur le fonds. Alors, c'est un fonds d'impact à objectif d'impact social, donc il est aussi relativement différent.
Il se démarque un petit peu de ce côté-là aussi. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'il a fallu formuler, trouver des indicateurs qui ne sont pas forcément si évidents que ça. Et la grille nous a beaucoup aidé de ce côté-là. Peut-être vous dire la seule petite ou les deux petites difficultés que je connais. Alors, je ne sais pas si d'autres partagent ce retour d'expérience. Elles sont d'ordre interne, plutôt interne à la société de gestion, parce que finalement, quand on met en place une activité pareille, quand bien même elle serait supportée ou soutenue par ces initiatives de place, ben, ça reste quand même une lutte interne assez compliquée. Donc voilà, il s'agit aussi de placer finalement cette offre de gestion dans un écosystème de gestion plus traditionnel et plus large. Donc ça, Inco, par exemple, n'a pas ce problème parce que j'imagine que toute la société est dédiée à cette perspective et cet objectif d'impact, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça, c'est une première difficulté. Puis après, moi, j'entends que l'impact, voilà, plus 11% d'encours sous gestion, etc., etc. Mais il faut vraiment, je pense que la grille et ses outils, ou les outils qu'on va encore développer, soient vraiment très discriminants. Parce que du coup, si on ne l'utilise pas de façon discriminante, c'est-à-dire pour évaluer les différentes stratégies d'impact sur la place, on n'aura pas cette capacité à différencier le bon grain de l'ivraie. Et donc nous, comme avec Thomas, voilà, avec d'autres, on essaye vraiment de mettre en place des choses cohérentes, robustes, notamment via la grille. Il faut que les autres en fassent de même pour qu'ensuite on puisse se juger et se jauger. Et je pense que c'est là la difficulté, c'est que personnellement, je m'attendais à un peu plus de traction et un peu plus d'effets discriminants qu'on ne retrouve pas du tout, notamment chez les institutionnels, par exemple. Cette grille, elle n'est pas du tout utilisée encore. C'est encore un peu tôt peut-être, mais en sélection de fonds, par exemple. En tout cas, sur le périmètre des actifs cotés, c'est pas utilisé. C'est sûr que c'est un instrument méthodologique certain. Je pense que Thomas, comme moi, on s'en est servi pour construire notre offre. Maintenant, de là à ce que ce soit une reconnaissance ou un outil de reconnaissance de l'offre, on n'y est pas tout à fait. Voilà ce que je peux en dire. Et bien sûr, le plus difficile, c'est d'encore progresser, parce que nous, on a un score de 62, donc ric-rac pour cette année, et il y a des domaines où il va falloir encore mettre en place des choses, notamment sur l'audit externe, qui n'est pas encore en place, sur la rémunération. Donc, il faut aussi que je travaille sur la façon de prendre en compte cette partie-là. Donc, il y a des choses qui sont quand même, qui mettent du temps, on l'a dit aussi avant, à se réaliser, mais n'en reste pas moins que voilà, c'est une formidable boussole et ça permet de reconnaître ceux qui essayent de faire les choses bien. Voilà ce que je pouvais en dire. Merci beaucoup, Sophie, pour ces retours et merci à vous quatre pour ces retours d'expérience. Je laisse maintenant la parole à Philippe Taffin pour une conclusion et des perspectives. Merci Léo, bonjour à tous et encore un grand merci aux interventions de ce webinaire très intéressant, très riche et très divers, je pense, qui apporte énormément d'informations, en tout cas à ceux qui sont présents. Merci aussi à vous tous qui êtes présents. Il y avait plus de 100 personnes présentes à ce séminaire, donc qui montre que malgré un environnement un peu compliqué en ce moment, la finance à impact et les enjeux qu'elle permet d'adresser intéressent quand même beaucoup de monde, et vous, acteurs de place. Les interventions auxquelles on a assisté côté trésor, côté société de gestion, investisseurs, démontrent clairement l'engagement pour faire émerger cette fameuse finance que vous avez tous appelée de vos voeux aujourd'hui pendant ces présentations. Et donc, en tout cas, merci encore. Alors, on fête les 1 an des standards d'impact. Alors, ça peut paraître court à ceux qui les découvrent aujourd'hui, mais comme le disait d'ailleurs Cécile et d'autres intervenants, la charte et la grille d'évaluation du potentiel d'impact, en fait, sont le résultat de travaux beaucoup plus anciens, des travaux longs, approfondis, qui ont demandé beaucoup de temps
pas mal d'acteurs. Alors, je voulais quand même rappeler, les travaux ont véritablement démarré hein, là, avec cette notion de grille d'impact au sein du CF2I. Là, j'en profite pour faire un petit clin d'œil alors, à Laetitia Tancoué, citée par Jean-Bernard, mais aussi à Sandra Bernard-Collinet, qui ont piloté les premiers travaux. Et bien sûr, en passant par la commission d'impact actuelle et les travaux du groupe de place. Alors, vraiment un grand merci à tous ces acteurs voilà, qui ont travaillé sans relâche pour qu'on arrive aujourd'hui à fêter ces 1 an. Et je ne veux pas non plus oublier le soutien qu'on a eu depuis le début du Haut Commissariat pour l'ESS, les acteurs historiques comme FER, Finansol, et évidemment le Trésor et l'AMF qui ont toujours été en soutien de l'ensemble des travaux, des avancées, des soutiens, voilà, pour faire émerger ces outils qui sont aujourd'hui, comme vous l'avez vu, très opérationnels. Alors, à titre personnel, moi, je trouve que c'est particulièrement gratifiant qu'au terme de tous ces travaux, toutes ces années, on arrive à construire sur la place de Paris des outils qui sont assez uniques aujourd'hui chez les places financières. Je pense, à ma connaissance, je n'ai pas d'autres places financières aujourd'hui qui sont dotées d'outils qui permettent de qualifier une stratégie d'investissement comme une stratégie à impact. Et on sait, je sais d'ailleurs que au niveau d'Europe, au niveau de l'Europe, notamment au sein de Impact Europe, il y a une volonté également de faire émerger ce type d'outils de façon plus large. Alors, une fois qu'on a dit ça, et pour rebondir et faire écho à ce que vient de dire Sophie en conclusion de sa présentation, la mise en place de ces outils n'a pas comme unique but de démontrer, s'il en était besoin, que la France est un terreau particulièrement fertile pour l'économie sociale et solidaire et un pays pionnier pour l'entrepreneuriat à impact. Non, l'objectif premier de ces outils, c'est évidemment de permettre d'accélérer la mobilisation de l'épargne pour le financement de projets à impact et de passer à l'échelle. Alors, la condition première, c'est que l'ensemble des acteurs de place s'emparent de ces outils, c'est-à-dire les utilisent de façon plus large et en retiennent les principaux éléments constitutifs et les témoignages des acteurs montrent la richesse, la profondeur et l'intérêt et les éléments effectivement discriminants qu'ils peuvent apporter dans le cadre d'une stratégie. Et donc c'est important que les sociétés de gestion s'en emparent pour s'assurer que la stratégie à impact qu'elles développent soit à la hauteur des exigences attendues par les investisseurs, qu'ils soient d'ailleurs institutionnels ou particuliers. Et puis les investisseurs institutionnels également doivent s'en emparer pour intégrer les informations qu'ils vont retirer de l'engagement dans la charte et également des calculs de scoring liés à la grille d'impact dans leur processus d'analyse, éventuellement de due diligence, ou dans leur politique de benchmarking, ou leur politique de stratégie de sélection à impact. Aujourd'hui, clairement, on en est qu'au tout début. On n'a pas énormément de sociétés de gestion signataires. Donc clairement, l'objectif de diffusion large de ces outils est un objectif stratégique si on veut arriver à dynamiser l'écosystème et à mobiliser davantage les intérêts des investisseurs et également mobiliser les capitaux des investisseurs institutionnels. Alors, pour la commission impact de l'IFD, c'est évidemment un enjeu et une ambition. Donc, ça passe pour nous par un travail de persuasion, de conviction auprès des acteurs de place, notamment les sociétés de gestion, qu'il faut davantage, voilà, qu'il faut qu'elles signent, enfin, qu'elles rallient et qu'elles signent la charte et qu'elles fassent ce travail d'évaluation sur la base de la grille d'évaluation du potentiel d'impact. Et ça passe aussi par le fait que les investisseurs institutionnels utilisent plus largement ces standards de place dans le processus de sélection ou de benchmarking, parce que ça leur apporte des informations intéressantes auxquelles aujourd'hui ils n'ont pas accès et qui renforcera leur démarche de stratégie d'impact. Donc ça, c'est des ambitions qu'on a. Christophe Bory, voilà, en annonçant la
conférence des financeurs, c'est une façon aussi, ça va être un moment important pour nous pour diffuser plus largement l'information et la valeur ajoutée des outils qui ont été développés et l'intérêt pour l'ensemble des acteurs de les utiliser plus largement. Et donc, j'espère en tout cas que les présentations de ce webinaire, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas convaincus, ont achevé de vous convaincre de l'intérêt de les regarder de près et éventuellement, en tout cas pour ceux qui souhaitent, ceux qui ont déjà des stratégies, de se benchmarker à tout le moins, en tout cas par rapport à ces outils de place et éventuellement de rejoindre les signataires de la charte d'impact. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'on est à peu près dans le timing, oui, pour la session de questions-réponses. Et je vous remercie infiniment de votre attention et de votre participation. Merci beaucoup, Philippe, pour cette conclusion. Moi aussi, j'espère que ça aura achevé de convaincre les indécis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter aux 2 adresses mail ici présentes. Entre-temps, n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur la section questions et réponses. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Je vais commencer par les prendre dans l'ordre chronologique. La première étant « Bonjour à tous », venant de Alexandre Léritier. Bonjour à tous. Compte tenu de l'importance de l'impact provenant des supply chains, comment intégrez-vous cet élément dans l'évaluation ESG de vos investissements? Par ailleurs, comment validez-vous la qualité de la data ainsi fournie, sachant que leur reasonable insurance, qui est la data ESG des fournisseurs, n'est pas encore obligatoire? Merci par avance. Est-ce que quelqu'un est volontaire de prendre cette question? Peut-être que de ma part, en tout cas, ça me paraît important de rappeler la différence entre évaluation ESG et évaluation impact, dans le sens où impact, c'est vraiment l'objectif étant de maximiser les externalités positives, en quelque sorte, alors que ESG, ce serait plutôt minimiser les externalités négatives. En ce sens, sur la qualité de la data, je pense que ça peut être une bonne question, peut-être pour les gestionnaires de fonds. Est-ce que vous avez une manière? Oui, Thomas, je vois que ton micro est... Oui, en tout cas, sur la manière dont on le prend en compte dans les investissements, il y a 2 principaux leviers, je dirais, chez nous. C'est d'une part par l'analyse ESG qu'on fait en amont avec tout un pilier lié, alors on appelle ça dans notre modèle les territoires, mais qui grosso modo intègre toute la chaîne de valeur en amont et en aval. Et donc là, c'est de la donnée qui vient de plusieurs fournisseurs de données qui est recoupée pour pouvoir avoir une idée un peu plus objective de la qualité des pratiques des sociétés. Donc ça, c'est vraiment sur un peu la due diligence avant même d'investir. Et puis après, pour essayer d'avoir une vision un peu plus concrète, il y a une rencontre avec les sociétés et avec les personnes en charge des enjeux extra-financiers, RSE, ESG, ou des enjeux particuliers, environnement, biodiversité, etc., des sociétés, pour avoir des discours avec eux en cas de doute ou en cas de sujet sur n'importe lequel de ces sujets-là. Donc, si ça peut être la supply chain, on va faire en sorte d'avoir les bons interlocuteurs dans les sociétés dans lesquelles on investit pour creuser avec eux ces éléments-là et s'assurer, en tout cas, d'un point de vue DNSH ou externalité négative, qu'il n'y ait pas de risque d'atteinte, en tout cas, comme tu le disais, sur la partie ESG de risques environnementaux ou de durabilité, mais sur la partie impact, qu'il n'y ait pas d'atteinte à l'enjeu d'impact recherché. Donc, il y a un peu cette due diligence. Merci. Oui, peut-être un tout petit point complémentaire côté de mon côté. Donc, pour nous, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'évaluer la supply chain des actifs dans lesquels on intervient, notamment quand ils sont extrêmement jeunes, puisque eux-mêmes n'ont pas forcément la possibilité de le voir. Peut-être 2 éléments, justement, pour aller dans le sens de ce que Léo disait sur la distinction entre impact et ESG. Ce qu'on va faire, nous, par contre, dans la due diligence impact, et j'insiste sur le impact, c'est qu'on va évaluer ce qu'on appelle, donc en très bon français, des counter-impacts ou des effets rebonds potentiels de la solution
dans laquelle on va investir. Et donc là, en effet, ça nous oblige à prendre en compte les externalités négatives de la solution sur une partie de sa chaîne de valeur. Donc, on ne le systématise pas forcément comme on devrait le faire, et a fortiori, depuis que la CS3D a bien été détricotée, je pense qu'on n'aura pas à le faire réglementairement dans un environ de court terme d'ici peu. Cela étant dit, si on veut avoir une vision systémique et holistique de l'impact des solutions dans lesquelles on investit, on ne peut pas ne pas prendre en compte la supply, enfin voilà, les chaînes de valeur de façon générale des solutions dans lesquelles on investit, et au-delà, dans une vision régénérative, l'environnement social et environnemental des entreprises dans lesquelles on investit, et en prenant en compte, comme je vous le disais, ces potentiels effets rebonds sur des solutions. Merci beaucoup, Sarvan. Est-ce qu'il y a une autre intervention peut-être pour répondre à cette question, ou on peut passer à la suivante? Passons à la suivante dans ce cas-là, qui ressemble un peu dans le sens où, du coup, de la part de Valentin Pernet, on parle beaucoup de la mesure d'impact positif. Quelle est l'approche pour être transparent sur la mesure des impacts négatifs au-delà des indicateurs PAIS ou SFDR? Là-dessus, je peux peut-être prendre le début de la question au sens de la grille d'évaluation, en tout cas, sur les externalités, enfin sur les impacts négatifs, sur les externalités négatives. C'est un des critères qualifiants de la question 23, qu'il y a un suivi systématique des externalités négatives matérielles des émetteurs, au minimum au sens des PAI. Peut-être qu'un des gestionnaires de fonds peut prendre ces questions, ou autre d'ailleurs. Ouais, après, en termes d'indicateurs PAI, pardon, c'est pas forcément nécessairement comme ceux-là qu'on systématise l'analyse des externalités négatives. Je dirais que c'est sans doute un mix entre une approche ESG qui va nous donner un sens de la matérialité, où pourraient se trouver des externalités négatives en fonction des sociétés qu'on analyse, par secteur et par activité. Donc là, on est à peu près confiant sur les types d'externalités négatives qui peuvent générer et qui pourraient venir au détriment de la thèse d'impact principale pour laquelle on les aura choisis en portefeuille, ou du moins en watchlist. Et ensuite, les PAI, on a un suivi des indicateurs, mais ce n'est pas la combinaison des PAI qui va nous dire, bah voilà, à partir de tel seuil ou à partir de tel point de data, ça va faire l'externalité négative. Je pense que, en tout cas pour notre part, on est plus entre l'utilisation de la donnée brute, type PAI, couplée à une analyse sectorielle ESG matérialité, et ensuite une évaluation plus qualitative pour plus ou moins diluer ou pas finalement la proposition d'impact qu'on aura identifiée en amont. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, ou s'il y a d'autres réponses peut-être. Peut-être, Léo, juste d'un point de vue purement investisseur privé, peut-être pour vous donner des exemples donc de ce que je disais tout à l'heure. En effet, nous, ce qu'on va vraiment essayer d'aller chercher dans la due diligence, c'est quelles sont les externalités négatives actuelles ou potentielles qui pourraient être de nature à nier la mission d'impact de l'entreprise dans laquelle on investit. Donc ça, on parle de risques environnementaux, sociaux, économiques, et des plans derrière pour les gérer. Peut-être quelques exemples sur les sujets environnementaux, par exemple. Est-ce que la solution dans laquelle on investit dépend de ressources rares ou potentiellement harmful, enfin, par rapport aux écosystèmes locaux, aux communautés locales dans lesquelles elles sont? Est-ce qu'on a des risques de pollution particulière, des risques en termes de biodiversité? C'est des choses qu'on doit se poser. Sur le volet plus social, est-ce qu'à un moment de la chaîne de valeur, on a des risques sociaux particuliers pour certains types de stakeholders qui peuvent être liés à des pratiques? Par exemple, nous, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Happy, qui fait des supérettes, qui replace des supérettes autonomes dans des cœurs de ville où il n'y avait plus de commerce jusqu'ici. Bah forcément, on s'est posé la question de est-ce qu'il y a un risque environnemental
à replacer des endroits là où on les place? Est-ce qu'il y a un risque social parce que du coup c'est des supérettes quasi autonomes, donc est-ce qu'on crée ce truc? Et en fait, à partir du moment où on a identifié ces risques-là, ils peuvent être économiques aussi, hein, de dépendance de marché ou d'inégalité. L'important pour nous, c'est de dire, est-ce que dans la situation actuelle ou potentielle, ça peut nier la mission de l'entreprise dans laquelle on a investi? Si oui, on n'y va pas. Sinon, on met en place des plans de mitigation assez clairs. Oui, et je voulais juste rajouter sur le côté, sur la transparence. Nous, d'un point de vue investisseur d'impact, on a fait le choix d'être complètement transparent sur tout notre processus de sélection des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque fonds d'impact, chez nous, on a une méthodologie qui permet de sélectionner les entreprises en fonction de leur contribution précise aux objectifs d'impact du fonds, selon la thèse, mais également une analyse de ces pratiques, et donc prenant en compte également les pratiques négatives et les impacts négatifs. Et ça, on en rend compte de manière complètement transparente. Alors déjà, les seuils qui sont appliqués, qu'on applique à nos investissements et qu'on se fixe pour dire qu'une pratique est considérée comme non investissable ou qui porte atteinte à l'objectif est public. Et par exemple, sur notre fonds santé, on a ce qu'on appelle un manifeste d'impact qui est disponible sur le site et qui liste exactement ce qu'on applique en termes de seuil. Donc, en amont, déjà, on fait cet exercice de transparence. Et puis, après, en aval, on a le rapport d'impact qui vient donner exactement la raison et les scores et les tests d'impact et les impacts négatifs de chaque investissement présent dans les fonds impact pour être de cette manière complètement transparent. Et de cette manière, c'est complètement opposable en cas de... Enfin, si on trouve que c'est pas en rapport avec la thèse d'impact du fonds, c'est public et on peut en discuter. Merci beaucoup. Une autre question de Valentin Pernet. Est-ce que certains investisseurs utilisent Iris Plus ou l'IMP en plus de la grille IFD? Je vois que Alice, tu as mis un pouce à cette question. Peut-être que tu veux t'exprimer là-dessus. Je vais prendre le micro, du coup, pour Alice. Mais c'est elle qui va parler. Oui, du coup, sur cette question, nous, chez IncoVenture, en fait, on a développé, comme je vous le disais, une méthodologie interne, mais en particulier, il y a eu un temps fort dans l'histoire de cette méthodologie. C'était en 2016. On a travaillé avec BNP et la Caisse des dépôts sur une méthodologie MESIS, où, en gros, l'exercice a été de faire entrer dans le contexte français les critères Iris+. Donc, on a reparti de cette banque d'indicateurs. J'étais pas là à l'époque, mais ils sont repartis de cette bande d'indicateurs Iris+, ils l'ont adapté au contexte français. Je prends des exemples. Par exemple, les quartiers prioritaires de la ville ne sont pas dans Iris+, et nous, on les a ajoutés à notre bibliothèque d'indicateurs. L'IMP, on l'utilise plus, et ça fait lien avec la question précédente aussi, on l'utilise plus au stade de due diligence, c'est-à-dire qu'on a les 5 piliers de l'IMP que nous, on a déclinés en 15 critères, et dans le dernier critère de l'IMP, c'est donc la partie risque. Donc, dans ces risques, on met l'ESG, qu'on travaille aussi à propos de référentiels, qu'on fait faire maintenant via l'Impact Score du mouvement Impact France, vu qu'on est sur les référentiels. Mais il n'y a pas que l'ESG dans ce pilier de risque. On a mis aussi anticipation des controverses et effets négatifs. Donc là, c'est toutes les externalités dont on parlait. Donc ça, c'est pour les principaux référentiels. Je pense aussi, bien sûr, aux cibles ODD. Donc ça, c'est quand on construit les BP Impact, qui chez nous s'appelle Old School Feuille de route Impact, où chaque objectif stratégique d'impact, on décline plusieurs indicateurs qui sont reliés à des cibles ODD. Et ça, c'est un exercice, je pense, qui est intéressant parce que nous, ça permet d'inscrire nos méthodologies dans des référentiels communs. Pour les participations, il y a un petit volet aussi pédagogie qu'ils aiment bien parce que plutôt qu'ils aillent regarder les 169 cibles, on leur dit directement auxquelles ils correspondent. Et je vais un tout petit peu plus loin aussi sur cette idée de banque d'indicateurs communs. Il y a une très belle initiative développée chez United, que porte Servan, qui s'appelle KPI Library. Donc, en fait, plusieurs fonds ont des approches différentes entre ceux qui font des indicateurs spécifiques à chaque participation, ceux qui ont des indicateurs par défaut communs à toutes les participations, et ceux hybrides comme nous, qui avons un mix d'indicateurs prédéfinis, une bibliothèque dans laquelle on va piocher qui est des indicateurs communs
plusieurs participations, et aussi du sur-mesure pour des choses très spécifiques à la participation. Et le travail qui est mené dans le cadre de United avec notamment Clara de Citizen, c'est de mettre en commun avec d'autres acteurs européens les indicateurs que nous suivons pour chaque participation. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la deuxième étape d'un point de vue mesure d'impact sur le partage des ressources, c'est que maintenant, en fait, on a accès, grâce à United, aux indicateurs, donc au nom des indicateurs qui sont suivis par tous les invests sur une boîte qui serait dans l'éducation, dans la santé, etc., de telle sorte que si nous, derrière, on veut faire un investissement dans le volet santé, on voit tous les indicateurs qui sont suivis par d'autres acteurs de United dans cette KPI Library. Ouais, peut-être pour aller, en effet, par rapport à ce que disait Alice, l'objectif de cette, les principaux défauts qu'on voyait dans Iris+ et qui nous ont un peu conduit à lancer ce projet, c'est la standardisation. En fait, c'est vrai qu'on est tous, pas mal d'investisseurs à impact à dire, en fait, les solutions dans lesquelles on investit potentiellement, celles de demain n'existent pas encore. Donc, en fait, il y a des cadres qui sont très intéressants. La taxonomie en est un, Iris+ en est un, etc. Mais on a besoin d'indicateurs qui soient vraiment dédiés méthodologiquement à l'impact social ou environnemental des entreprises dans lesquelles on investit. Donc, tout l'objectif de ce projet, qui est en effet porté par Clara, avec Alice et avec d'autres, c'est d'améliorer la comparabilité de ces indicateurs entre nous pour qu'on puisse aussi challenger nos méthodologies, etc. etc. Et c'est tout l'objet du projet qu'on porte. Merci beaucoup, c'est très clair. La question suivante est de la part de Camille Mogui de l'AMF. Existe-t-il des travaux de classe ou académiques pour améliorer la démonstration de l'additionnalité investisseur, grand défi de l'investissement à impact? Je me suis permis de mettre en commentaire aussi justement une publication de la part de l'IFD qui est sortie en même temps que la grille et la charte l'année dernière, qui s'appelle Comment un fonds d'investissement peut-il mesurer son impact? C'est en effet une publication qui essaye de répondre à cette question en proposant différents types de méthodes, des méthodes quantitatives basiques, quantitatives contrefactuelles, qualitatives basiques, qualitatives structurées, des méthodes logiques. Alice en parlait justement dans les points d'amélioration et l'exercice intellectuel que c'est. C'est en effet des méthodes assez complexes, mais c'est en tout cas là, à l'IFD, là où on en est rendu sur comment améliorer la démonstration de l'additionnalité de l'investisseur. Après, ça, c'est l'obsession de Michael Mango. Oui. Donc, toujours une bonne référence. Je crois qu'il a publié quand même beaucoup sur le sujet. Donc, j'irai aussi faire un petit tour sur les travaux de Michael qui à chaque fois nous tense, en tout cas me tense sur le fait que pas de scénario contrefactuel. Effectivement, c'est très difficile pour la communauté des investisseurs de mettre en place ce genre de procédé, mais n'en reste pas moins que Michael nous challenge beaucoup dessus. Donc, c'est une référence, je pense, académique qu'il faut explorer. Tout à fait. C'est lui d'ailleurs qui a mené la rédaction de la publication que je mentionnais. Ouais. Servan, notamment élevé. Non, mais juste pour rebondir sur effectivement ce sujet-là, je pense qu'il serait possible d'ajouter dans une V2 de la notice des exemples concrets pour les praticiens et les gestionnaires de fonds. Comment est-ce que je design l'environnement contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne se serait pas passé si je n'avais pas investi, parce qu'en réalité, si je n'avais pas investi, peut-être que Ring aurait investi et on n'aurait pas eu un résultat complètement différent. Donc voilà, des hypothèses pour des investisseurs comme nous, certes opérant dans un petit monde très niche, mais qui a une vocation à grandir. Voilà, je pense qu'il manquait peut-être un peu dans la grille d'exemples concrets, de méthodologie actionnable. C'est très clair d'un point de vue ressources littéraires, hein, mais voilà, d'exemples, je pense, pour que les gens s'en saisissent. J'espère que Léo et Cécile ne m'en voudraient pas trop. Mais alors, en effet, je pense que c'est très utile ces scénarios scientifiques qui ont été proposés par Michael, et j'en ai aucun doute. Je me permets quand même de mentionner un papier qui est sorti récemment de côté France Invest, PainCap et Danish Impact, qui sont donc 3 organisations européennes qui ont en fait écrit un papier sur l'investor contribution. Donc, on n'est pas dans une méthodologie, dans une idée de mesurer l'additionnalité, mais on est plus sur des exemples en fait de ce que veut dire
l'investor contribution et donc l'additionnalité de l'investisseur pour du non-coté. Je me permets de vous le mettre en commentaire parce que c'est un projet qui a été mené par Zoé Constantin que je trouve très riche et voilà. Et donc, je me permets de le partager. Évidemment, l'objectif, c'est la mesure telle que proposée par Michael. Mais en tout cas, là, vous avez des premiers exemples de ce qui peut être fait dans mon côté sur de l'additionnalité de l'investisseur. Bien sûr, c'est très utile et d'ailleurs, je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. On arrive à 30, mais il reste une dernière question. Je propose qu'on essaye d'y répondre assez rapidement. C'est de la part de Roland Koch. Par rapport à l'impact pour les fonds dans des titres cotés et l'exigence de l'additionnalité, qu'on devrait mieux appeler contribution par ailleurs, qui vise alors Investor Impact et pas Company Impact, comment distinguer entre corrélation et causalité concernant l'engagement? Donc, outre un IPO ou un capital increase, le seul impact channel à utiliser pour prouver l'impact si on exige l'additionnalité. C'est une question technique, je ne sais pas si quelqu'un est preneur de. Alors, je peux essayer d'apporter quelques éléments si j'ai bien compris la question. C'est vrai que c'est pas évident de faire le lien clair et d'être certain que les actions menées quand on est dans un cadre d'investissement coté sont vraiment responsables des impacts observés. En tout cas, quand on parle d'impact au niveau investisseur. Je pense que, comme on l'a dit précédemment, l'engagement est le levier principal et que un des moyens, en tout cas, pour ne pas parler uniquement de corrélation, mais vraiment de causalité, c'est un engagement assez soutenu avec des entreprises, c'est-à-dire les rencontrer vraiment très régulièrement et avoir l'opportunité d'être presque mentionné ou d'avoir des retours de leur part sur des engagements qu'on aurait pu faire avec elles. Je prends par exemple des engagements qu'on cite chaque année dans nos rapports d'impact où vraiment sur 2-3 ans de temps, on a identifié des axes de progrès qu'on a transmis aux relations investisseurs ou alors aux personnes concernées des entreprises, qu'on a pu voir ou constater qu'il y a eu des améliorations sur ces sujets-là. Je pense qu'on a perdu Thomas, malheureusement. Je peux reprendre le flambeau parce que la réponse est similaire. C'est vrai que c'est l'engagement notre principal levier. Comme le dit Thomas, je pense que chez lui comme chez nous, c'est pareil. On essaye de les rencontrer le plus possible. Maintenant, il y a aussi un enjeu, en tout cas pour ma part, de taille. C'est-à-dire que c'est très important de mutualiser les efforts des investisseurs à impact vis-à-vis de sociétés qu'on aura identifiées comme apportant ou servant un objectif environnemental ou social, parce que plus on est nombreux, plus on est gros, plus on a de poids. Et ça, c'est aussi un des axes d'amélioration pour ce qui me concerne sur mon fonds, qui est très petit, encore très petit. Et donc, c'est difficile d'aller engager avec des sociétés qu'on aura identifiées sur leur potentiel d'impact et répondant favorablement à notre test d'impact, et ensuite de leur dire, voilà, sur ce plan-là, vous pêchez un peu, vos pairs, regardez, sont plutôt dans des métriques différentes, est-ce que vous pouvez mettre ça en place? C'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, ça se fait sur certaines sociétés qui sont très niches et qui ont, ça existe, des sociétés dont le business model est orienté impact social. On peut en trouver. C'est vrai que ça ne court pas les rues, ça ne court pas les bourses, mais ça existe. Donc la dynamique est différente. Avec ces sociétés-là, c'est plus facile, même si on représente très peu du capital. Et pour les sociétés plus grosses, avec des capitalisations plus importantes, c'est difficile. Et là, il faut pouler, je pense, et c'est peut-être aussi les axes secondaires de nos travaux. Il faut absolument évoluer et mettre en commun les investisseurs d'impact qui sont intéressés pour des raisons similaires à des sociétés et exiger au titre de l'impact des modifications ou des apports sur les sociétés qu'on a en portefeuille. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à mettre en place parce qu'il y a tellement d'initiatives d'engagement collaboratif par ailleurs, mais c'est sans doute là où on va être le plus impactant pour le coup, en termes d'investisseurs sur le périmètre des actifs cotés. Merci beaucoup, Sophie.
J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions et on arrive à la fin du temps imparti qu'on a même dépassé d'ailleurs pour ce webinaire. En tout cas, je voulais remercier chaleureusement tous les intervenants. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et merci beaucoup à ceux qui sont encore présents malgré ces 4 minutes de retard. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question sur les travaux à impact. Je réaffiche mon mail et le mail de l'IFD. Et puis, sinon, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci Léo. Au revoir.